Bonjour et bienvenue dans les 4V, Benoît Hamon. Bonjour Thomas Soto. Le projet de loi immigration arrive donc au Sénat tout à l'heure. Il y a quelques mois, Gérald Darmanin a résumé la philosophie avec cette formule presque enfantine. Il voulait être, dit-il, méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Est-ce que ça vous convient ? Non, parce que ça participe d'une infantilisation des personnes immigrées. À qui dit-on ça? Être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, en général, à des enfants. Et c'est même une caractéristique de notre pays que de parler autant d'une population, les personnes immigrées, et de leur donner aussi peu la parole. Et moi, je suis assez consterné de cela et de voir que finalement, avec ce texte, on parle du 29e texte de loi en 40 ans. On parle à peu près toujours des mêmes choses. Les objectifs sont à peu près toujours les mêmes. Fermer les frontières, rendre plus difficile le séjour en France. Et pourtant, ça ne change pas le fait qu'il y a une augmentation des migrations qui sont liées à des faits, qui sont des faits indiscutables. L'augmentation de la pauvreté, des inégalités dans le monde, le fait qu'on est dans un monde globalisé et connecté. Mais là, la volonté de Gérald Darmanin, c'est de lutter contre la partie de l'immigration qui n'est pas majoritaire, qui pose problème. Et ce qui est d'ailleurs soutenu majoritairement par les Français, si on s'en remet à un sondage qui a été publié hier dans le Parisien. Non mais moi je conteste pas les sondages et le fait qu'aujourd'hui il y ait on sent une forme de ressentiment, d'angoisse vis-à-vis de la migration qui est largement entretenue par certains responsables politiques, largement entretenue aussi par certains médias, et je pense notamment aux médias du milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré, et tout ça, ça crée un climat qui est un climat d'hostilité à l'égard des migrations. La question est de savoir... Vous dites-vous, il y a juste un problème de forme, il n'y a pas de problème de fond aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, on ne regarde que ce qui va mal. On ne regarde pas l'inclusion et on ne se donne pas les moyens de l'inclusion. Ce texte de loi est un texte qui vise une nouvelle fois les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui demandent l'asile, qui cherchent refuge en France et qui ne dit pas la réalité. Il ne dit pas la réalité, c'est que si on mettait davantage de moyens, nos énergies sur l'inclusion, nous n'aurions pas aujourd'hui les problèmes que nous pouvons connaître, qui sont liés à l'ignorance, à la méconnaissance des réalités de la migration. Savez-vous par exemple qu'il y a 7,8% d'étrangers en France. Ils sont 15% parmi les entrepreneurs chaque année. Est-ce qu'on dit aujourd'hui que les étrangers contribuent à la création de richesses, qu'ils contribuent à la création d'emplois ? Mais à cela, pardon, mais le gouvernement ne veut pas chercher de noises, entre guillemets. En revanche, pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre les OQTF et les obligations de quitter le territoire français qui ne sont pas exécutées, ça, il n'y a pas un sujet ? Vous dites ça, mais moi je dis le contraire. Moi je dirige une ONG qui accompagne des réfugiés qui veulent entreprendre. Aujourd'hui, nous constatons toute une série de mesures de harcèlement administratif, d'empêchement d'ouvrir un compte en banque qui empêchent ces gens-là d'entreprendre. J'ajoute même que le discours du gouvernement est un discours préoccupant quand il pourrait aller jusqu'à remettre en cause l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est quoi ? Il est question de transformer en aide médicale d'urgence. Voilà. Et il y a 3000 soignants qui viennent de dire « il ne faut pas le faire ». Le ministre Olivier Véran, ancien médecin, toujours médecin et porte-parole du gouvernement, dit qu'il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Parce que le faire, ce serait augmenter le risque sanitaire, les risques infectieux et la mortalité. L'Espagne a fait ce que la France s'apprête à faire. Elle a retiré après quelques années cette mesure en raison du risque sanitaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est... Alors ça, pour l'instant, c'est pas dans le texte, ça pourrait être mis par les sénateurs LR au Sénat. Et Gérald Darmanin s'est dit favorable à cette mesure, qui est une mesure... Et Elisabeth Borne, elle n'y est pas favorable. Oui, d'accord, voilà. mais bon, ce jeu de ping-pong au sein du gouvernement, à la fin, ce que nous constatons, c'est qu'il fragilise des gens qui sont déjà vulnérables. Et qu'est-ce que vous répondez, Benoît Hamon, à ceux qui vont vous écouter et dire ce matin, voilà, on va déclencher l'alerte angélisme, voire l'alerte naïveté, il ne veut pas voir les problèmes. Mais moi, je regarde la réalité en face. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une augmentation des migrations internationales. La question, c'est, peut-on inverser la tendance ? Je vais vous prendre des exemples très concrets. Les Anglais ont quitté l'Europe sur le Brexit par un discours qui était « nous allons stopper l'immigration ». Depuis le Brexit, les migrations ont augmenté de combien en Angleterre ? x2. Giorgia Meloni, candidate d'extrême droite, a été élue sur un programme de stopper les migrations. Depuis l'élection de Giorgia Meloni, les migrations ont augmenté par 2. Donc c'est ce que je veux dire, c'est que mais c'est un phénomène qui est un phénomène mondial, on peut le réguler, on ne peut pas le stopper. Mais surtout, ce qui est injuste de la part des dirigeants et du gouvernement aujourd'hui, c'est de ne pas dire ce qu'est la contribution décisive des immigrés à nos modes de vie. Je vais vous prendre un exemple très concret, je ne serai pas plus long. On a manifesté contre le report de l'âge légal de départ à la retraite. 90% des actifs, je ne dis pas des Français, étaient défavorables à ce report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Aujourd'hui, nous savons que les travailleurs étrangers sont surreprésentés dans les métiers pénibles. Ils ont des temps de retraite plus courts,
avec des pensions plus faibles. On sait aussi que les travailleurs étrangers sans papier, qui ont un contrat de travail... Justement, pour ça, il y a l'article 3. Oui, mais cotisent pour les retraites, mais n'en auront pas puisqu'ils sont sans papier aujourd'hui. Sauf que là, ils pourront être régularisés. Non, mais oui, avec l'article 3. Manifestement, non. Et on va le dire sur des métiers en tension. Mais je veux juste terminer mon raisonnement sur les retraites. S'il n'y avait pas les cotisations des travailleurs étrangers, surreprésentés dans les métiers pénibles, qui cotisent et qui ont une retraite plus courte, à quel âge serait le départ légal à la retraite ? 65 ? 66 ? 67, 68 ans ? Qui dit aujourd'hui que la contribution des travailleurs étrangers est décisive pour conserver nos modes de vie, c'est-à-dire un bon niveau de retraite, la possibilité de partir plus tôt qu'ailleurs. Eh bien ça, aujourd'hui, c'est le discours qui est dominant dans le paysage politique, je le regrette, est un discours qui efface ce qu'est la contribution nette des populations étrangères. Le gouvernement ne montre que les côtés négatifs et refuse de voir... Mais je veux même aller un peu plus loin. Il va y avoir 8% de baisse de la population active en France d'ici 2050. 8% de baisse. C'est-à-dire 8% de contributeurs en moins aux régimes sociaux, 8% de contributeurs en moins aux impôts. Comment on fait pour tenir le système s'il n'y a pas l'immigration? On a besoin de plus Il y a un d'immigration. Consensus des économistes aujourd'hui sur le fait qu'on en a besoin si on veut garder nos modes de vie. Favorable à un référendum sur l'immigration? On a l'impression qu'Emmanuel Macron entrouvre la porte, là. Et pour répondre à quelle question? Vous êtes pour ou contre l'immigration? C'est dire pour ou contre le soleil et le ciel. Je ne vois pas ce qu'on mettrait dans le référendum. Je constate aujourd'hui qu'il va y avoir la 29e loi en 40 ans. Cette loi dit toute la même chose et ça ne change pas le problème. Et sur les métiers en tension, alors le fameux article 3 qui permettra de régulariser des sans-papiers qui travaillent depuis plus de 8 mois et leur permettre d'obtenir un titre d'1 an déjà pour commencer. Alors, ça va dans le bon sens si on régularise les travailleurs sans papier, parce que les travailleurs sans papier, s'ils travaillent, c'est bien qu'il y a un besoin et qu'ils le remplissent. Le fait de faire une liste de métiers en tension qui est déjà extrêmement restrictive, savez-vous par exemple que le secteur du bâtiment en général ne sera pas concerné, seulement certains métiers, parce qu'on considère que ce secteur trouve, avec les travailleurs sans papier, la main-d'œuvre dont il a besoin. Donc, moi, ce que je constate, c'est que ça sert d'épouvantail dans le débat entre la droite, qui est d'ailleurs maintenant totalement alignée sur le programme de l'extrême droite, et le gouvernement. Dans les faits, s'il y a une régularisation des travailleurs sans papier qui cotisent, je le rappelle, ils peuvent être sans papier, vous n'avez pas de titre de séjour, mais avoir un contrat de travail et une feuille de paie, et vous cotisez. Eh bien, la logique serait qu'ils soient aujourd'hui régularisés. Le fait qu'on ait une liste de métiers en tension extrêmement restrictive, à mon sens, c'est un tout petit pas, mais qui n'est largement pas suffisant. Benoît Hamon, depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre dernier, plus de 1000 actes antisémites ont été recensés en France. Gérald Darmanin donnait les chiffres hier soir. Êtes-vous prêt à participer à une grande manifestation contre l'antisémitisme, comme celle que veut organiser le patron du PS, Olivier Faure, en réunissant tous les partis? Évidemment, évidemment. Mais indépendamment de... Y a-t-il un problème d'antisémitisme en France et de perception de l'antisémitisme par la classe politique? Non, il y a un problème incontestable d'antisémitisme. À partir du moment où il y a une explosion des actes antisémites constatés, il y a un problème d'antisémitisme. Et l'antisémitisme, il est aujourd'hui insupportable et justifie que la classe politique, au-delà de la classe politique, les citoyens se mobilisent. Parce que rien ne justifie qu'une guerre à plusieurs milliers de kilomètres se traduise par entre Israël et la Palestine, se traduise par des actes antisémites. Entre Israël et le Hamas. Oui, entre Israël et le Hamas. Et puis, oui, alors si vous voulez, on rentre dans ce débat. C'est un groupe terroriste ou pas? Est-ce que ça vous écorche de dire c'est un groupe terroriste ou pour vous les choses sont claires? Mais bien sûr que c'est un groupe terroriste. Quiconque utilise la guerre, la violence de manière indistincte contre des femmes, des enfants, des militaires ou des civils, oui, c'est du terrorisme. Mais ce que je veux dire, c'est que, d'un mot là-dessus, moi, faut garder raison. Et garder raison, c'est peut-être se rappeler les mots qui avaient été ceux de Camus quand il a eu le Nobel de la paix. Camus disait, il a eu cette phrase qui avait été interprétée, vous vous souvenez, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Que voulait-il dire? C'est que si au nom de la justice, vous posez des bombes qui peuvent tuer ma mère, ça n'est pas une bonne cause. Et ça n'est pas une bonne cause, en tout cas, c'est pas une bonne cause, ça n'est pas un bon moyen. Et si l'indépendance de la Palestine se justifie pleinement, je la soutiens, elle ne justifie pas le terrorisme. Si se défendre du Hamas se justifie pleinement, il ne justifie pas qu'on jette des bombes sur des milliers de civils et qu'on fasse des milliers de morts, dont des enfants. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est non seulement un cessez-le-feu inconditionnel, la libération inconditionnelle des otages, mais que le gouvernement français sorte de la position qui est la sienne, qui est intenable honnêtement, qui est un soutien aujourd'hui à la politique d'Israël. La France demande une trêve humanitaire, pour que ça reprenne derrière. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'on fait quelques quarts, qu'on donne quelques médicaments? Non, objectivement, aujourd'hui, nous avons besoin d'un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu, il est rendu
hélas, impossible par le fait que la plupart des pays occidentaux se sont alignés sur la position de Benyamin Netanyahou. Oui, il faut aujourd'hui protester totalement contre ce qui a été l'acte innommable terroriste du Hamas. Mais aujourd'hui, il faut dire aux Israéliens, la force avec laquelle vous voulez punir tout le peuple palestinien ne vous aidera pas et n'aidera personne aujourd'hui à rendre justice à ceux qui sont morts sous les balles du Hamas. J'ai une dernière question rapidement. Ce lundi 6 novembre sera aussi celui d'une grande première, puisqu'un ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, va comparaître devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison et 500 000 € d'amende. Il a choisi de rester en fonction pendant ces 2 semaines d'audience. Il a raison dans une époque où on condamne à la vitesse d'un tweet. Est-ce qu'il faut toujours privilégier la présomption d'innocence ? Il faut toujours respecter la présomption d'innocence. Ce qu'il faut espérer, c'est que la Cour de justice de la République est quand même un anachronisme. Vous demandez à des parlementaires d'être juges, alors qu'il y a évidemment, même s'ils prêtent serment, des intérêts politiques sous-jacents. Moi, j'attends qu'elle dise le droit. Parce qu'en réalité... Mais il a raison de rester en poste ou pas, Éric Dupond-Moretti ? Il a raison, ça, c'est sa décision à lui, personnelle. Ouais. La vérité, c'est que la doctrine Macron, elle a beaucoup évolué. Auparavant, on démissionnait sur une simple mise en cause, sans même mise en examen. Aujourd'hui, on peut être ministre de la Justice, être traduit devant la Cour de justice de la République et continuer dans ses fonctions. Ce que je veux dire, c'est que j'espère que la Cour de justice de la République va dire le droit. Quand on est ministre, on a des prérogatives qui sont dans l'intérêt public. S'il y a conflit d'intérêts, on se déporte ou on s'abstient d'actes interdits. J'espère que la Cour de justice fera toute la lumière sur ce qui s'est passé dans cette affaire. Merci Benoît Hamon d'être venu dans les 4G. Bonne journée à vous.